Le dernier débat sera animé par Valérie Busson, qui travaille à la Riboisière, et Eric, que je ne vous présente pas. Je vais me mettre à l'aise parce que ça commence à devenir chaud, ce face-off. Hein. Sur le biais. Alors, on va vous parler d'imagerie corps entier pour le myélome. Donc, je défends le scanner et Eric défend l'IRM, en corps entier, bien évidemment. Alors, je vous remets les critères diagnostiques pour bien positionner l'imagerie dans la prise en charge du myélome multiple. En fait, ce n'est pas pour vous que je le remets, c'est pour Eric, parce qu'il fait de l'IRM, mais je pense qu'il ne connaît pas les critères diagnostiques. Donc, le myélome multiple, c'est plasmocytose médulaire supérieure à 10%, donc biopsie d'un plasmocytome ou ponction biopsie sternale ou médulogramme, plus un événement qui définit le myélome. Dans ces événements qui définissent le myélome, on a les signes CRAB pour hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie ou lésion osseuse. Ça, c'est une description récente, hein, donc c'est des critères qui s'intègrent actuellement, qui sont des critères dits de malignité. Ils sont particulièrement importants parce qu'ils permettent de prendre en charge des myélomes qui étaient appelés indolents, mais dont on sait qu'ils vont avoir une transformation rapide en myélome multiple. Et c'est là qu'on fait intervenir la présence d'une image focale à l'IRM et d'autres signes, mais qui concernent moins l'imagerie. Donc tout ça pour vous positionner l'imagerie. Donc une plasmocytose médulaire et un événement de la série CRAB ou un critère de malignité. Actuellement, pour les lésions osseuses, terminer le squelette corps entier. Par contre, dans les recommandations des groupes internationaux, on a un large choix d'imagerie possible pour diagnostiquer ces lésions osseuses, en sachant que l'infiltration médulaire diffuse à l'IRM n'est pas reconnue comme un des critères de CRAB. Voilà, donc les objectifs de l'imagerie dans le myélome vont être de détecter de façon fiable les atteintes osseuses à l'étape diagnostique quand on en a besoin pour nos critères diagnostiques, surtout d'évaluer le risque de complications, évaluer la réponse thérapeutique et le diagnostic des rechutes quand on est essentiellement sur des myélomes qui sont non ou possisécrétants. Voilà, donc fini le squelette corps entier. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, regardez bien C2, donc des radiographies tout à fait correctes. Bonjour l'imagerie scanner, vous voyez même patient, et vous voyez cette ostéolyse sévère de C2 qui demande une prise en charge avant survenue d'une complication à type d'événement fracturaire. Et ça, c'est vraiment maintenant le standard d'imagerie, c'est le scanner corps entier basse dose. Donc quelques mots techniques. Donc la technique du scanner corps entier basse dose, c'est une couverture du vertex jusqu'à l'extrémité supérieure des tibias, avec des paramètres qui sont là pour avoir une dose totalement acceptable, hein, 200 mg/cm ou un peu moins, et puis des reconstructions satisfaisantes en épaisseur millimétrique, et tout ça en 15 secondes. Et voici le type d'image qu'on obtient. Donc on profite de l'excellent contraste intrinsèque de l'os avec ces images caractéristiques de lacunes ostéolytiques dites à l'emporte-pièce, qui, vous voyez, touchent non seulement le squelette axial, le sternum, ça c'est pour la suite, et le squelette périphérique. Voilà comment les patients sont installés, donc typiquement bras le long du corps ou, s'ils sont trop gros, sur l'abdomen. Donc c'est super confortable hein, par rapport à une IRM. Donc on a bien retenu et je prends Dr Paul dans mon équipe, MRI et toutes les difficultés liées à l'IRM. Alors qu'au scan, 15 secondes, super confortable. Voilà la qualité d'image à moins de 200 mg/cm. Vous pouvez zoomer, vous pouvez lire en coupe épaisse, en coupe fine. Vous allez détecter vos fractures vertébrales, vos zones d'ostéolyse, des ostéolyses éventuellement des cols fémoraux. Vous avez le squelette périphérique, les côtes, etc. Tout ça sur des appareils qui sont largement diffusés, ou relativement largement diffusés, en tout cas de façon relative
invasives à l'IRM, des examens pas très coûteux. Et ça, c'est vraiment les examens pour tous les patients super douloureux qui ne peuvent pas tenir en place. Les radiologues, c'est pour tous les radiologues aussi. On sait diagnostiquer ces lésions lithiques, alors que l'IRM, on va voir, ce n'est pas l'IRM pour tous. Alors, Eric, tu nous présentes l'IRM ? Alors l'IRM, ça peut paraître beaucoup plus compliqué, mais ça apporte beaucoup plus d'informations. Et comme on dit, you get what you pay for aux États-Unis. Et donc, vous avez énormément de contrastes. Nous, le protocole que l'on réalise, c'est une imagerie un peu comme le scanner. D'ailleurs, c'est des paliers axiales. On peut même le faire en déplacement continu de table. Et vous pouvez avoir, pour un même patient, de l'imagerie en STIR, de l'imagerie de diffusion, des cartographies ADC sur toute la hauteur du squelette, du T1 sans injection, du T1 avec injection. Alors ça prend moins de 30 minutes sur notre machine. Et puis quand Valérie vous dit c'est du corps entier, oui, mais enfin, qui dans cette salle a déjà vu un plasmocytome solitaire du gros orteil? Non, il faut être sérieux. Tu n'as pas fait la littérature, hein. C'est 10% des lésions squelette périphérique sans qu'il y ait d'atteinte du squelette axial. En plus, vous avez vu comment il fait ces scanners corps entier? Il met les bras comme ça. Alors forcément, en plus, même s'il avait pu avoir les humérus, il ne serait pas dans le champ. Oui, c'est parce qu'on peut monter encore plus haut. Mais j'ai été obligé de tronquer l'image. Donc la majorité des anomalies sont sur le squelette axial, donc en gros entre le vertex et l'extrémité supérieure des fémurs. Et puis le myélome, c'est une maladie qui est particulière, parce que c'est une maladie qui est diffuse, on vous l'a dit, et c'est une maladie qui s'accompagne, comme pas mal d'entités de cancer, d'une néoangiogénèse importante. Et Alain savait très bien ça. Et Alain s'est dit, quand on a une maladie avec une néoangiogénèse importante, on a quand même envie d'étudier la perfusion. Et il s'est dit, comme c'est une maladie disséminée, je veux voir la perfusion, je vais faire du myélome corps entier. Alors il dit, mais Alain, t'es complètement fou, ça va pas marcher. En fait, non, il n'était pas fou, il était génial, puisqu'il a fait des papiers super. Alors comment il a fait? Eh bien, en optimisant au maximum ses paramètres, il a fait des paliers comme ceci. Vous voyez, c'est une résolution spatiale certes limitée, mais qui a une résolution en contraste énorme. Et puis il a déplacé le lit, il a fait un deuxième palier, et puis un troisième palier. Ça, c'est pour avoir des masses. Vous voyez, en coronal, en sagittal, on switch, et puis on descend encore plus bas, encore coronal, sagittal, on injecte, et puis on remonte, et puis on répète l'opération plusieurs fois comme ceci. J'accélère un petit peu. Voilà. Et puis donc, ça nous permettait, parce qu'on a participé à un PHRC ensemble, sur une étude d'avoir 152 coupes toutes les 60 secondes. Donc on a une résolution temporelle d'1 minute, ce qui est largement suffisant pour beaucoup d'études dynamiques. Et puis à la fin, on a tous ces jeux d'images. On a des images comme ça en sagittal, des images comme ça en coronal. Et je vous montrerai tout à l'heure des résultats sur cette étude. Donc en fait, vous avez vu un paquet de séquences, donc c'est annoncé 20-30 minutes, mais on fait que la moitié du squelette. Et en fait, je suis sûre qu'il ne fait pas la perfusion à chaque fois. Et généralement, c'est toujours pareil, le patient va avoir bougé au moment où on en est aux séquences de perfusion. Et puis en plus, voilà, l'IRM, c'est pas drôle pour les patients. Mais il va vous dire qu'en fait, on voit plein de trucs. Oui, parce qu'en fait, le scanner du myélome, c'est l'image du trou. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des trous dans l'os. Or, dans le myélome, ce n'est pas l'os cortical qui est malade, c'est la moelle osseuse qui est malade. Or, la richesse de l'IRM, c'est ça. Ça vous montre tout ce qui est à l'intérieur de l'os, tout ce qui est à l'intérieur des trous. Le trou, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, il n'y a que l'IRM qui la voit correctement. Alors, quelques exemples. Là, c'est un cas favorable. On a de la chance. La prolifération tumorale est suffisamment importante pour qu'elle a commencé à éroder l'os. Donc l'os trabéculaire commence à disparaître. Coup de bol, on voit les anomalies sur le scanner. Mais je suis au niveau T10 et je vous montre le même patient au niveau T12. Et au niveau T12, on voit autant de lésions médulaires sur cette vertèbre-là, alors qu'en scanner, vraiment, Valérie, qui est empreinte de mauvaise foi, va vous dire qu'elle les voit toutes. Mais soyez sérieux, vous voyez aussi. Non, je ne les vois pas. Je dis juste que ça ne sert à rien de voir ces petites choses-là. Il suffit d'en avoir 2 petites lésions lithiques. Non, mais des fois, il n'y en a que 2. Justement, il faut les distinguer. Alors, quelques exemples. Il n'y a pas que moi qui le dis. Hein, c'est écrit dans la littérature. Il y a des bons papiers. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent que le scanner corps entier montre à une capacité de détection qui est quand même nettement moindre que l'IRM pour le staging initial des patients qui ont un myélome. Et puis, regardez pour vous montrer un autre patient. Vous avez ici son scanner qui est absolument normal, et puis ici, vous avez l'infiltration complètement diffuse de la moelle osseuse sur la séquence pondérée en T1, des hypersignaux ici ponctuels en STIR, et sur les images avec injection de gadolinium, vous avez des prises de contraste nodulaires massives dans la moelle osseuse. Et puis, Valérie, elle vous montre
sur ces images, elle vous montre des choses en moins. Elle vous montre ce qui manque. Moi, je vous montre des choses en plus. Ça, c'est un patient qui a une atteinte vertébrale. Et vous voyez, on voit très bien l'épidurite ici, alors qu'on ne la voit absolument pas sur ce scanner. Bon, alors déjà, l'infiltration médulaire diffuse, ça ne fait pas partie des critères. Donc, une fois que tu as dit ça, je ne vois pas tellement ce que ça va te donner de plus. Oui, mais le risque neurologique est important, Valérie. Le risque neurologique, ah oui, d'accord, ben on va en parler plus tard, tu vas voir. Donc, déjà, en plus, tu me prends pour une andouille, parce que quand je vois une image avec une lisse comme ça et une rupture du mur postérieur, bien évidemment, sur mon scanner basse dose fait sans injection, je vais quand même aller regarder les fenêtres tissu mou. Donc voilà, puis je vois que c'est un myélome à risque, puisque un myélome sévère, il a plein d'autres images lacunaires, puis il a aussi une autre fracture vertébrale. Et puis, quand on parle d'infiltration, il ne faut pas croire que c'est juste l'IRM qui montre les infiltrations médulaires diffuses. Regardez ce fabuleux papier sur le scanner double énergie. Et ben maintenant, on peut faire de la décomposition en 3 matériaux en scanner double énergie. Donc là, vous avez dans ce papier qui vient de sortir l'image scanner, l'image T2 FATSAT ou STIR de l'IRM, et puis l'image en double énergie. Donc on soustrait l'image calcique, et puis après on attribue une coloration à la moelle jaune ou à la moelle rouge ou infiltrée. Et vous voyez qu'on voit très bien sur cette carte colorée le vert qui correspond aux localisations. Aux localisations myélomateuses. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, eh ben oui, le scanner, eh ben je peux très bien montrer une infiltration médulaire diffuse. Et puis c'est pareil, en fait, je ne fais pas que du scanner, je peux faire du PET scanner aussi, donc je me sers du PET et puis du scanner, donc j'ai tout. Et regardez sur cette même publication, regardez la force du scanner double énergie. Hein, donc vous avez en comparaison avec l'IRM, donc le scanner standard, vous voyez les infiltrations plasmocytaires ici. Et vous voyez d'ailleurs qu'on voit bien mieux que sur l'IRM, puisque l'IRM, on ne se douterait pas qu'on a une atteinte sacro-iliaque. C'est juste pour dire, parce qu'en pratique, ça ne va rien changer. Mais vous voyez ici cette image. Et puis ce qui est très drôle aussi, c'est que des choses utiles. Regardez cette petite image-là. Je suis sûre qu'on aurait compté ça comme une image d'infiltration plasmocytaire. Ben, regardez, c'est une lacune liée à une sacro-iliaque dégénérative. Au scanner, on ne s'y trompe pas. Et puis, puisqu'on continue dans les choses utiles, regardez, alors en IRM, voilà, on regarde, alors on réfléchit, on se dit c'est chouette là sur ce T1, j'ai une belle infiltration, un joli poivre et sel. Oh tiens, ce patient il a sûrement été irradié là. Oh, bah, d'ailleurs, il y a une image là en pleine zone d'irradiation, c'est pour ça qu'il a été irradié. Oui. En fait, ce qu'on oublie de regarder, c'est de penser que derrière tout ça, il y a une grande fragilité osseuse. Et ça, la fragilité osseuse, la structure osseuse, c'est le fait du scanner. Et tout de suite, hop, on lui fait une cimentoplastie. D'ailleurs, ça, c'est un dossier, ça vient de chez Eric. Alors, vous voyez l'IRM. Et ben voilà, pendant qu'il est dans sa super salle interventionnelle, assis à regarder sa belle imagerie, voilà, alors il voit ça comme ça, il a toujours un œil sur l'IRM, mais bon, on ne peut pas, voilà. Et oh mince, on ne s'est pas dit qu'il y avait une fragilité osseuse derrière, et donc vous voyez l'ostéolyse. En fait, si on avait fait un scanner basse dose comme ça, vous voyez, on aurait vu cette lise et on aurait apprécié bien plus facilement, avec beaucoup moins d'efforts intellectuels, cette lise osseuse et son risque fracturaire. Alors en fait, là, j'en profite parce qu'après, c'est moi qui vais prendre la douche. Donc, vous voyez... En fait, vous allez me dire, quand il y a une infiltration comme ça, c'est sûr qu'il y a un risque, ça doit être tout lithique en dessous. Regardez-moi cette inversion du signal en T1, ce gradient disco-vertébral complètement perturbé. Vous dites là-dessous, il n'y a plus d'os du tout. Eh bien non, c'est un myélome condensant. Vous voyez, donc voilà, l'IRM, qu'est-ce qu'on peut raconter comme bêtise? Alors, vous imaginez bien que je vais un petit peu répondre. Et alors, là où je sors mon deuxième atout maître, c'est la réponse au traitement. Parce que vous savez qu'en cancérologie, on fait un bilan initial et puis après, on traite nos patients, on aime bien suivre nos patients. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant traitement? Vous voyez, il y a la moelle osseuse, il y a la maladie de la moelle osseuse, il y a le myélome, et puis qu'est-ce qu'on fait en chimio? La chimio, ça décape. Donc, toute la moelle osseuse, qu'elle soit normale ou pas normale, s'en va. Et puis, en fait, elle est remplacée par de la graisse. En fait, on introduit un deuxième élément sémiologique très important au scanner. Il y a le trou dense et le trou gras. Et évidemment, quand il y a de la graisse, c'est plus difficile après pour savoir si ça rechute ou si ça ne rechute pas. Vous voyez, si quelque chose qui réapparaît dedans, on a plus de mal. Alors,
La graisse, on la voit très bien apparaître. On comprend beaucoup mieux d'ailleurs ce qui se passe en IRM quand on met en route le traitement d'un patient. Vous avez ici l'infiltration médulaire diffuse. Vous avez sur cette séquence pondérante 1 la moelle qui est toute noire. Et après traitement, vous voyez qu'il y a une disparition de la moelle tumorale. Elle est remplacée par de la moelle graisseuse qui va progressivement être colonisée par de la moelle hématopoïétique. Donc on comprend beaucoup mieux et c'est beaucoup plus satisfaisant. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire au scanner? Puis, vous savez, des fois on a des patients qui ont été traités, qui ont été irradiés, qui ont eu du matériel prothétique, donc c'est assez difficile. Vous voyez les artefacts métalliques ici, on a du mal à mesurer les densités. Bien en IRM, alors certes on ne peut pas utiliser les techniques de suppression de graisse, mais on peut faire des soustractions entre les images. Mais le patient ne bouge pas parce qu'il est stabilisé là. Et sur la soustraction, vous voyez que c'est une lésion qui est inactive parce qu'elle ne prend pas le contraste. Et puis, voilà la différence entre le trou dense et le trou gras dont je vous parlais. Ça, c'est un patient qui avait un myélome. Il avait une lésion ici de l'extrémité interne de la clavicule. Ça, c'est avant traitement, donc elle est dense. Ça, c'est après traitement, il y a de la graisse. C'est une sémiologie qui est somme toute assez pauvre. Alors que regardez le TEP, ça fixait beaucoup avant, ça fixe un peu moins après. Quand vous regardez en IRM, si vous regardez la cartographie ADC ici et que vous mesurez l'ADC, il est encore assez bas. Et le patient avait encore un pic monoclonal, certes beaucoup moins important, mais encore un pic monoclonal. Donc on a autogreffé le patient, et cette fois-ci, il y a toujours un trou gras ici, ça n'a pas changé. Par contre, ça fixe plus en TEP. Et ici, je n'ai pas retrouvé l'image, mais c'était en hypersignal sur les séquences de diffusion. Ici, un autre exemple, un patient traité pour un myélome, suspicion de rechute, et puis regardez son bassin. Il a des lésions des deux côtés sur le sacrum, noires en T1, blanches en STIR, et qui se rehaussent après injection. Donc on se dit, est-ce que ce sont des images séquellaires? Est-ce que ce sont des images... On ne prend pas pour une image séquellaire une masse comme ça qui prend le contraste, qui bombe, qui est vraiment une boule. Ça prend le contraste de l'autre côté aussi. Oui, mais c'est tout petit, c'est tout. Non, il y avait d'autres. Je montre que les images les plus pertinentes. Et évidemment, quand on regarde ces coupes axiales avec la cartographie ADC, on voit bien que du côté de la rechute, l'ADC est extrêmement bas, alors que du côté de la lésion séquellaire, l'ADC est beaucoup plus élevé. Un autre exemple ici, une lésion séquellaire au niveau du manubrium sternal, vous voyez, très très blanche en STIR, très très blanche en diffusion, pas de rehaussement et un coefficient apparent de diffusion qui est très élevé. On est rassuré, il s'agit d'une lésion séquellaire. Ici, alors pour revenir au POEM syndrome dont parlait Valérie, on voit les lésions condensantes en scanner, on ne les voit pas bien en IRM. Ben, c'est pas vrai, ça c'est un POEM syndrome. Vous voyez, probablement il y a une correction d'atténuation qui est trop importante à cause de cette densité osseuse. Par contre, en diffusion, vous voyez très bien l'anomalie de signal ici, vous voyez très bien la restriction de la diffusion à ce niveau-là. Pour revenir sur les travaux d'Alain, comment ça s'est conclu, cette histoire-là? Eh bien, vous voyez qu'il avait montré qu'on pouvait tracer des régions d'intérêt dans des vertèbres pathologiques, soit dans la moelle en général, soit dans les lésions focales. Et il avait montré qu'on pouvait calculer un rehaussement maximum et que ce rehaussement maximum permettait au diagnostic de stratifier les bons répondeurs et les mauvais répondeurs. Et ce sont ces résultats-là qui ont donné lieu à 2 publications dans Radiology. Donc, je te laisse conclure, Valérie. Voilà, donc en fait, vous avez bien compris, les 2 examens sont fondamentaux dans la prise en charge du myélome. En fait, ils ne s'opposent pas parce qu'ils n'arrivent pas aux mêmes étapes. Donc, je crois qu'on est bien d'accord sur la conclusion qu'en fait, le scanner corps entier basse dose à la phase diagnostique d'un patient avec un myélome multiple, c'est l'examen à privilégier. Bien évidemment, si vous avez la possibilité de faire du corps entier, c'est très bien aussi. Il y a pour l'IRM corps entier vraiment des fenêtres de tir très importantes qui sont les myélomes indolents, c'est-à-dire ces états pré-myélomateux qui n'étaient pas traités jusqu'à maintenant, mais dont on sait que si on trouve des lésions focales à l'IRM, on va devoir les traiter. Les complications neurologiques, bien sûr, les rechutes qu'on ne sait pas évaluer sur la biologie, et l'avenir, c'est le double énergie corps entier ou le PET scanner et le PET-IRM. Alors, le PET-IRM, je pense qu'Alain vous en aurait parlé, mais malheureusement, je n'ai pas pu récupérer les diapos. En tout cas, voyez, on a fait une conclusion consensuelle, commune, et finalement, à la fin, on est d'accord, on s'est convaincus réciproquement. Merci de votre attention. Merci à tous deux.
Une petite question pour chacun d'entre vous. Valérie, est-ce que tu nous confirmes qu'une injection d'iode n'est absolument pas justifiée dans ce contexte, même si on pourrait le réaliser si nécessaire en cas d'urgence ou autre, mais est-ce que tu confirmes que tes protocoles sont toujours sans injection d'iode? Et toi, Eric, est-ce que tu es vraiment obligé d'injecter du gadolinium, en particulier au cours du suivi, après que tu aies évalué le potentiel agressif de la lésion lors de l'examen initial? Est-ce que tu es obligé d'injecter du gado? Est-ce que les coupes T1, STIR, diffusion ne seraient pas suffisantes en voyant repousser l'hypersignal de la graisse en pondération T1? Donc en fait, oui, le scanner basse dose se fait sans injection de produits de contraste. Alors vous savez qu'actuellement, dans les nouvelles recommandations, donc bien évidemment, toujours on fait très attention à l'iode dans les myélomes puisque ça fait précipiter les chaînes légères et on a un risque d'insuffisance rénale grave. Il y a des nouvelles recommandations qui disent que on peut quand même un peu injecter du produit de contraste, mais c'est en faisant de façon très prudente, en vérifiant qu'il n'y a pas d'hypercalcémie, pas de déshydratation, etc. Mais voilà, pour nos protocoles, on n'a pas besoin d'injection d'iode. Pour répondre pour l'injection, au diagnostic, elle n'est pas nécessaire en IRM. On l'a fait pour les moments des rechutes, quand il y a des lésions menaçantes, évidemment, avec des suspicions d'épidurite, et quand il y a des lésions équivoques, mais normalement, elle n'est pas systématique.